Gars, tu te Alors, chies dessus, arrête. Dis-nous. Tu as dit que Dieu était fictif. Comment tu le sais? Alors, la fiction, c'est le fait qu'on l'ait inventé. Je pense en tout cas que les croyances de Il existe ou il n'existe pas? Il n'existe pas selon moi. Ok, c'est quoi ta preuve qu'il n'existe pas? Ça, c'est ma croyance. Après, sur le domaine de la méthode sur laquelle je me base pour Attends. Tu as dit il n'existe pas. C'est quoi ta preuve qu'il n'existe pas? Alors, parce que c'est un concept qui est superflu. C'est-à-dire que si on l'utilise comme concept, il est aussi utile que si on ne l'utilise pas. Tout ce qui est superflu n'existe pas selon toi? Non, je dis simplement que on ne l'utilise pas. On a le même résultat, on l'utilise, on a aussi le même résultat. Tu comprends? Alors écoute bien, tu as dit Dieu n'existe pas. Pourquoi Dieu n'existe pas? Attends, tu dis Dieu n'existe pas. Je te demande pourquoi, tu me dis parce qu'il est superflu. Je te demande est-ce que tout ce qui est superflu n'existe pas? Tu me dis non. Donc ton argument n'est pas valide. Il n'est pas formé. Un exemple de ce qui est superflu et qui n'existe pas du coup. C'est-à-dire les deux ensemble. Bah, il y a plein d'exemples de ce qui est superflu et qui n'existe pas. Mettons par exemple dans ma chambre, mettons un éléphant rose invisible qui ne me touche pas. Exactement. Allez, non, on va faire plus simple. Un éléphant rose qui n'a aucun impact sur moi. Exactement. Relativement à moi, il est superflu. C'est ce que est Dieu en fait. Mais la réciproque, il n'a aucun impact sur les autres. Tu m'as demandé de te trouver un exemple qu'il y a effectivement des choses qui sont superflues et qui n'existent pas. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qui est superflu n'existe pas. La réciproque n'est pas vraie. Et comment tu fais pour constater qu'il y a cet éléphant rose chez toi du coup? Comment je fais pour constater? Mais je t'ai dit que c'était un exemple de quelque chose de superflu qui n'existe pas, donc je vais pas constater qu'il existe, alors que c'est précisément le point, il n'existe pas. Ouais, comme Dieu du coup. Alors non, c'est toi, tu as dit Dieu n'existe pas, tu as dit Dieu n'existe pas parce qu'il est superflu. Ok, je te pose une question. Est-ce que tout ce qui est superflu n'existe pas? Ça c'est faux. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qui est superflu. En quoi? Donc si tu me dis tout ce qui est superflu n'existe pas, c'est une proposition qui est fausse, alors en quoi le fait que Dieu soit selon toi superflu implique qu'il n'existe pas? Parce qu'en fait, c'est la manière dont on démontre les choses qui est importante. Du coup, les arguments qui vont être utilisés, notamment pour démontrer... donne-nous ta démonstration. Ce sont les arguments qui vont être métaphysiques. Les arguments métaphysiques qui sont utilisés, en vérité, ils ne sont pas suffisamment solides pour attester... On parle pas de mes arguments, psychochômage. C'est toi qui as dit Dieu n'existe pas. Donc on parle de tes arguments pour affirmer son inexistence. Oui, parce que la manière dont il est démontré le rend superflu. Mais c'est pas parce qu'une démonstration de l'existence de quelque chose est fausse que tu as une démonstration de son inexistence. Par exemple, moi je vais te prouver... Regarde. Je vais te donner un contre-exemple, justement. Attends, laisse-moi finir. Moi, je vais te prouver, je sais pas, moi, j'ai un théorème mathématique, je sais pas, moi, je veux prouver, je sais pas, les inégalités de Sylvester. Et je fais n'importe quoi. Je commence à parler de séries, de je sais pas quoi, je fais n'importe quoi. D'accord. Ma démonstration, elle est fausse. Est-ce que les inégalités de Sylvester, elles sont fausses? Bah non, elles ont été prouvées. Donc c'est pas parce que quelque chose est prouvé de façon incorrecte que tu as pour autant la preuve de son inexistence. C'est pas parce que, selon toi, les preuves métaphysiques de l'existence de Dieu ne sont pas valides que tu as prouvé que Dieu n'existait pas. La position que tu dois adopter par défaut, c'est une position de suspension. Tu ne sais pas, tu ne peux pas dire que Dieu n'existe pas. Je te relaisse la parole, excuse-moi d'avoir parlé plus longtemps. Je rappelle que ma position par rapport à cette question-là, finalement, que Dieu existe ou n'existe pas, c'est d'être agnostique. Mais moi, ma croyance, c'est... Définis agnostique. C'est le fait de penser qu'il existe ou pas un Dieu, dans tous les cas, ça n'a pas d'importance parce qu'il n'impacte pas notre univers. D'accord. Donc pour toi, la définition d'être agnostique, c'est le fait de se foutre de la question de si Dieu existe. Oui, ça n'a pas d'importance. D'accord, mais Dieu existe ou pas? Mais là, je te parle pas d'un point de vue des faits. Est-ce qu'il existe ou pas? Ma croyance, c'est que les arguments qui sont en faveur de l'existence de Dieu sont des arguments qui sont... Je parle pas des arguments, je parle de Dieu. Est-ce qu'il existe ou pas? Pour toi? J'ai envie de te dire, au même titre que les farfadets ou les gobelins... Ne me dis pas au même titre. Est-ce que tu peux répondre à ma question simplement? Est-ce qu'il existe ou pas? Non, c'est une invention. D'accord, il n'existe pas. Tu as fait une affirmation, par conséquent, elle doit être prouvée. Donne-moi une preuve qu'il n'existe pas. Alors, justement, on n'est pas censé prouver l'inexistence d'une chose. Ah bon, pourquoi? Pourquoi on ne doit pas prouver l'inexistence d'une chose? Alors, en science, tu sais quelles hypothèses on utilise ou pas? Mais alors, attends. Pour toi, on doit prouver le fait que des choses soient vraies, on doit prouver le fait que des choses existent, mais on ne doit pas prouver que des choses n'existent pas. On ne peut pas le faire. C'est ça? On peut pas prouver que des choses n'existent pas. Non, la manière dont on va utiliser justement les hypothèses, c'est qu'on va garder l'hypothèse qui est la plus probable, vu qu'on échoue à le démontrer en fait.
Attends, tu te rends compte de ce que tu as dit? Tu as dit, je pense que Dieu n'existe pas, et ensuite tu me dis, on ne peut pas prouver qu'une chose n'existe pas. Donc pourquoi tu penses qu'il n'existe pas? Non, je t'explique à nouveau qu'on va garder l'hypothèse selon laquelle on a rejeté l'autre. C'est-à-dire que H0 c'est Dieu n'existe pas, H1 c'est Dieu existe. Oui. Étant donné qu'on rejette systématiquement du coup le fait que on est un Dieu, c'est-à-dire les arguments qui vont dans ce sens-là sont à chaque fois rejetés parce que peu solides et superflus, et ben on privilégie l'hypothèse H0. Donc, selon toi, l'hypothèse que Dieu n'existe pas. Donc, tu fais encore une erreur entre épistémologique et ontologique. Tu considères, comme les preuves de l'existence de Dieu sont, selon toi, pas fiables, ça donne un argument en faveur de son inexistence. Ça, c'est faux, c'est un sophisme. Alors, c'est un sophisme total. Je dis simplement qu'on peut baser sa vie de manière à ce qui n'existe pas. En fait, c'est pas la question. La question, c'est pas la question. Mais les athées, vous avez un problème de concentration sur les thématiques. La question, c'est de savoir est-ce qu'il existe ou est-ce qu'il n'existe pas. Tu as dit il n'existe pas. Par conséquent, à partir du moment où tu fais une telle affirmation, ça nécessite une preuve. La position par défaut, c'est pas il n'existe pas. La position par défaut, c'est superflu, c'est-à-dire qu'on n'ajoute rien en l'ajoutant dans l'équation. Ce n'est pas la question qu'il soit superflu ou pas. C'est comme si que je te disais, il existe Dieu et un kebab en tant qu'origine à l'univers. Est-ce que tu peux répondre à ma question? Quelle est la preuve de l'inexistence de Dieu? Comme je te l'ai dit, on va privilégier l'hypothèse H0, c'est-à-dire que Dieu n'existe pas. Alors pourquoi tu privilégies cette hypothèse? Parce que les hypothèses H1, justement, les arguments en cette faveur sont mauvais. Qu'est-ce que alors ok d'accord. Donc et qu'est-ce que les hypothèses, c'est quoi les arguments H0? Les arguments, soit ça repose sur le premier moteur, soit tu vas reprendre Leibniz sur du Attends, non. Regarde, H0, Dieu n'existe pas. H1, Dieu existe. Oui. Tu dis comme les preuves de H0 sont pas valides selon toi, non, alors comme les H1 preuves de H1 justement, là tu as inversé, comme les preuves de H1 sont pas suffisantes, on va garder H0. Ok. Comme les preuves de H1, donc Dieu existe, sont pas suffisantes, je garde H0. Bah, pourquoi on peut pas faire le raisonnement inverse? Comme les preuves de H0 sont pas suffisantes, je garde H1. C'est quoi les preuves de H0? Il y en a même pas. Il y a même pas de preuve de H0. Pourquoi je prends H1? Pourquoi je prends H0? Pourquoi on ne prend pas l'hypothèse H1 qui consiste à rajouter quelque chose dont on n'a pas la preuve qu'il existe? C'est curieux quand même. Mais en fait, dans tous les cas, tu rajoutes quelque chose. Dans tous les cas, tu rajoutes quelque chose. Parce que dans tous les cas, tu rajoutes quelque chose. Parce que dans tous les cas, tu rajoutes une proposition. Qu'elle soit négative ou positive, on s'en fiche. Tu rajoutes une hypothèse. Et alors, il y a deux erreurs dans ton raisonnement. Non seulement ton raisonnement est circulaire, mais en plus, c'est un sophisme. Pourquoi c'est un sophisme? Parce que tu dis que quelque chose est probablement inexistant sous prétexte que les preuves qui sont censées le prouver ne sont pas valides. Autrement dit, tu confonds la validité des preuves qui sont amenées par certains et la validité de la proposition. Ça, c'est un sophisme. Secondement, tu utilises comme argument le fait que comme une hypothèse n'a pas beaucoup de preuves, ou ces preuves ne sont pas valides, l'autre est à privilégier. Mais ce raisonnement, il est tout à fait circulaire parce que je peux prendre l'alternative. Je peux très bien prendre Dieu n'existe pas, je regarde les preuves de cette proposition, hop, il y a rien, il y a pas de preuve. Ok, donnez-moi une preuve que Dieu n'existe pas, il y en a pas. Il y en a aucune. Et quand il y en a, c'est des catastrophes totales, c'est des paralogismes totales. Donc si je suis ton raisonnement à la lettre, si je suis excuse-moi, base d'arguments qui sont pas valides selon toi. Si je suis ton raisonnement à la lettre, par conséquent, comme la proposition Dieu n'existe pas n'est uniquement soutenue par des arguments qui sont totalement fallacieux, je dois privilégier l'hypothèse selon laquelle Dieu existe. Et toi tu dis ensuite ton dernier argument, c'est ton ultime recours à la totalité sophistique que tu as donné. Ton ultime recours, c'est de dire oui mais finalement en H1 on n'ajoute pas d'hypothèse, alors qu'en H0 on ajoute. Alors c'est l'inverse, hein, c'est ça. Ce sont tous les deux. Attends, laisse-moi finir. Je n'ai pas compris, Von Reich. Ce sont tous les deux des hypothèses. H0 c'est l'hypothèse nulle. Oui. H1 c'est l'hypothèse non nulle. Mais dans les deux cas, ce que implique du coup H1, c'est qu'on ajoute un élément ou on retire un élément qui en fait n'a pas lieu d'être, parce que tout simplement les arguments qui vont dans ce sens-là sont mauvais, et donc on n'a pas de raison de rajouter quelque chose ou de retirer quelque chose à la réalité, sachant qu'on n'a rien qui atteste de ça. Alors, je t'ai laissé parler pendant un temps, je peux répondre. Oui, vas-y. C'est comme si du coup je te disais, ok, admettons que Dieu existe, peu importe. Mais moi, je vais du coup faire l'hypothèse qu'il existe du coup, qu'est-ce qu'on peut dire, que ce Dieu en question là, il a un frère jumeau
qui lui de son côté est méchant et en fait on n'est pas dans le vrai univers. J'ai compris. C'est le rasoir de Cam. J'ai compris ce que tu veux faire. Tu veux dire que en rajoutant l'hypothèse de Dieu, on rajoute une hypothèse qui est superflue et par conséquent, ça rend plus faillible le système qu'on a. Oui, c'est une scène d'hypothèses qui sont superflues en fait. D'accord. Le problème. Alors, vous savez quoi? Attends. Mais s'il te plaît, psychochômage, ces arguments, ça fait. Ne crois pas que c'était le premier. Je l'ai entendu 3600 fois ce truc-là. Donc je sais comment y répondre et j'ai compris. T'as pas besoin de me donner d'exemple. J'ai très bien compris. Ce que tu veux dire toi, c'est de dire rajouter l'hypothèse Dieu existe, ça rajoute une hypothèse dans le système et par conséquent c'est une hypothèse qu'on n'a pas vérifiée, par conséquent le système est moins probable parce que voilà on fait des intersections d'événements et donc logiquement non mais j'ai très bien compris, mais en fait il faut comprendre une chose, la proposition, si on rajoute H0 dans un système, à savoir Dieu n'existe pas, ou si on rajoute H1 dans un système, à savoir Dieu existe. Mais dans tous les cas, on rajoute quelque chose dans le système. Donc dans tous les cas, parce que H1 et H0, l'une est positive, l'autre est négative, mais peu importe, c'est deux propositions. Et deux propositions qui peuvent être modélisées sous la forme d'événements. D'événements auxquels on pourra attribuer une probabilité. Donc que tu considères H0 dans ton système, ou que tu considères H1 dans ton système, tu rajoutes d'une manière ou d'une autre, nécessairement une hypothèse de plus. Donc que tu prennes la position d'un athée total, ou que tu prennes la position d'un théiste, tu rajoutes une hypothèse. Que ça soit Dieu existe, ou que ça soit Dieu n'existe pas. Effectivement, j'ajoute une hypothèse. Mais en revanche, je ne constate pas l'inexistence de quelque chose, ou je constate pas l'existence de quelque chose. C'est-à-dire que dans le cas où je dis, par exemple, en vérité, il y a une immense pyramide dans le ciel, mais simplement on ne la voit pas. Donc je fais le constat que quelque chose qui existerait n'est pas visible. Et en revanche, du coup, la manière dont tu le présentes avec Dieu, c'est je fais le constat que à nouveau quelque chose existe, mais qui n'est pas visible et qui a une influence sur l'univers. Dans cet exemple-là, justement, on peut formuler des hypothèses qui sont supplémentaires à l'existence de cette pyramide dans le ciel qui n'est pas visible, et on peut faire des hypothèses sur son influence sur les hommes. On pourrait même imaginer des prophètes qui sont intervenus par l'intermédiaire de cette pyramide, et on pourrait même se dire que avec ces prophètes, on peut organiser la société de manière politique. Tes exemples sont. Alors regarde, maintenant là c'est ton ultime recours, je suppose. Non, ton exemple c'est de dire maintenant. Alors attends. Pourquoi pas? Alors non mais ton exemple, je veux dire là ça c'est un bon exemple de ce qui est superflu. Rajouter un exemple qui ne permet pas de comprendre mieux ton argument. En fait, là ce que tu ajoutes en plus dans ton argument, c'est de dire oui mais d'un côté si je rajoute l'hypothèse de Dieu, j'en rajoute une dizaine d'autres en plus, ce qui réduit la. C'est pas ce que j'ai expliqué. C'est pas ce que j'ai expliqué. Ah, mais c'est pourtant ce que tu as dit quand tu as dit que quand je considère une pyramide, je dois considérer probablement on pourra aussi considérer des prophètes, on pourrait aussi considérer tout un modèle, etc. Ce n'est pas ce que j'explique. Simplement, alors, c'est quoi la différence? Je te réexplique. Simplement, je peux créer un truc et je peux ensuite dire que il y a la possibilité qu'il y ait telle influence, qu'elle a ces propriétés-là, cette pyramide. Oui, donc, je peux faire intervenir du coup des prophètes, mais en vérité, qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est vraiment important cette hypothèse d'origine, ou ce qui est important, c'est les hypothèses qui viennent après? Est-ce qu'on a besoin de garder la première hypothèse pour que le raisonnement il ait un sens? Est-ce qu'on a besoin de l'hypothèse que Dieu existe pour donner du sens à du coup ce qui s'est passé avant la présence de l'homme sur Terre? Est-ce qu'on a besoin? Alors attends. C'est pas parce que quelque chose est superflu à l'explication d'un phénomène, selon toi, parce que c'est toujours selon toi, que cette chose-là a une probabilité d'existence plus faible. C'est pas une preuve. Toi, ce que tu veux dire, c'est oui mais ok, parce que là t'as échoué sur pratiquement tous tes raisonnements. Là, ton dernier raisonnement. Je dis simplement qu'il n'y a pas de raison de croire qu'il y ait une hypothèse avant cette hypothèse. Je pourrais très bien me dire en fait. Ce sont simplement des gens qui croyaient détenir une parole divine,
et qui ont répandu un discours et que ça a créé des religions. C'est pas le sujet. La question, c'est de savoir, est-ce que H0 et H1, respectivement les propositions Dieu existe et Dieu n'existe pas, est-ce que ces propositions sont équivalentes? Oui. Est-ce que équivalentes d'un point de vue probabiliste? Oui ou non. Si elles ne le sont pas, si tu considères qu'une est prépondérante, quelle est ta preuve pour la prépondérance de celle-ci? Si ton argument c'est de dire l'un ajoute quelque chose au système, l'autre ne l'ajoute pas, cet argument est réfuté parce que dans tous les cas tu rajoutes une proposition aussi à ton système. Si ton autre argument c'est de dire l'une est superflue à l'explication de certains phénomènes selon moi, tandis que l'autre ne l'est pas, je réponds le caractère superflu d'une chose n'indique en aucun cas son manque de probabilité par rapport à une autre chose. Donc c'est quoi ton dernier argument maintenant? Je te le répète, on n'a pas besoin de ces hypothèses en vérité. Que Dieu existe ou qu'il n'existe pas, c'est superflu. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de rajouter ça à l'équation. Donc Dieu existe ou n'existe pas? Une explication. Donc Dieu existe ou n'existe pas? Ça n'a pas d'importance. Ah, mais tout à l'heure tu as dit que tout à l'heure. Okay. Moi, je crois que Dieu n'existe pas. Ok, c'est quoi ta preuve que Dieu n'existe pas? Les arguments sont mauvais en faveur de Dieu, donc ça. C'est pas parce que les arguments d'une chose sont mauvais que cette chose est fausse. Est-ce que tu as un exemple du coup? Bah oui, regarde, je vais te prouver l'inégalité de Sylvester. Alors 5 plus 2 égale 2, et voilà, inégalité de Sylvester prouvée. La preuve est pas bonne, du coup l'égalité de Sylvester est fausse ou elle est vraie? Est-ce que tu peux prendre un autre exemple que des mathématiques? Tu veux que je prenne pourquoi? C'est-à-dire parce que en fait, du coup, tu dirais de ton côté que parce qu'on n'arrive pas à apporter des preuves qui sont concluantes dans ce sens-là que Dieu existe. C'est pas parce que certaines preuves te semblent invalides, c'est pas parce que non, elles sont simplement invalides. Hein. Alors non, elles sont pas invalides, mais on va voir. Véritablement des preuves qu'ils étaient formelles sur l'existence de Dieu. En fait, tout le monde croirait en Dieu. Non, c'est pas vrai. C'est pas. Non, pas du tout. Est-ce qu'il y a des preuves formelles? Est-ce qu'il y a des preuves formelles sur le fait que la Terre est sphérique? Oui ou non? Oui. Est-ce que tout le monde croit en la Terre est sphérique? Non. Donc, tu vois bien que c'est pas parce que il y a quelque chose qui est prouvé que tout le monde y adhère. Effectivement, mais on arrive. Est-ce que t'es d'accord pour dire qu'une chose et son contraire peut pas être vrai en même temps? Oui, je suis d'accord avec ça. Voilà. Bah pourtant, tu as une branche de chercheurs qu'on appelle les dialéthéistes qui considèrent que les choses peuvent être vraies et fausses en même temps. Et c'est des gens très intelligents, c'est des logiciens. Tu vois? Donc quelle raison ils pensent ça? Bah, ils pensent ça parce qu'ils estiment qu'il y a des contre-exemples au principe de non-contradiction, comme le paradoxe du menteur. C'est-à-dire le paradoxe du menteur. Bon, je vais pas refaire un cours de logique, hein. Mais c'est le fait de dire je mens. Et la proposition, cette phrase est fausse. Cette phrase est fausse. Est-elle vraie ou elle est fausse? Si tu dis qu'elle est vraie, eh ben elle est fausse. Et si tu dis qu'elle est fausse, bah elle est vraie. Donc c'est ça le problème. Du coup, t'es en train d'affirmer une chose et son contraire sous le même rapport. En fait, ce n'est pas une contradiction, c'est un paradoxe. Ah bah oui, mais c'est quoi un paradoxe? Tu sais c'est quoi les paradoxes en logique? Il y a deux types de paradoxes en logique. Il y a des paradoxes dits falsidiques et des paradoxes véridiques. Des paradoxes véridiques sont des paradoxes qui aboutissent à une véritable contradiction. Je vais te reprendre la définition que donne Popper sur cette question-là. Popper n'est pas un logicien. Moi, je prends la définition des logiciens puisque paradoxe est un terme logique. Pourquoi reprendre la définition qui est donnée par ces personnes? Bah parce que tu m'as parlé parce que tu m'as posé la question sur les dialéthéistes qui sont des logiciens, donc je te réponds. Il n'y a pas forcément besoin de se référer au paradigme de ces gens-là. Il suffit simplement. Et tu m'as posé une question sur tu m'as posé une question sur le paradigme de ces gens-là. Tu m'as dit pourquoi ils pensent ça. Je te réponds selon leur paradigme. Oui, et je te dis très bien qu'en fait, ce qui est quand même abordé dans cette question-là, c'est que il y a une différence entre la contradiction et le paradoxe. Pour ces gens-là, du moins, le paradoxe du menteur constitue une contradiction. Voilà. Et de toute façon, c'en est une. Si on suit le schéma du paradoxe du menteur, t'as effectivement une contradiction. T'as effectivement deux valeurs de vérité n'est pas l'avis de tous les philosophes sur la question. Évidemment que ce n'est pas l'avis de tous les philosophes, et c'est pas d'ailleurs mon avis. Simplement, ce que je voulais te dire, c'est que toi, tu vois bien que t'as accepté le PNC, tu vois bien qu'il y a plein de gens qui ont accepté le PNC, tu vois bien que tout le monde pense, la majorité des gens pensent que le PNC est vrai. Pourtant, tout le monde n'est pas d'accord avec le PNC. Et t'as même des gens parce que ces personnes croient ça pour des mauvaises raisons. Très bien. C'est comme croire en l'existence de Dieu. Les gens croient en l'existence de Dieu pour de mauvaises raisons. Mais c'est excellent ça. Regarde ce que tu viens de me dire. Tu viens de me dire qu'il y a des gens qui estiment que des choses sont fausses pour des mauvaises raisons. Autrement dit, ils ont des preuves qui sont pas valides. On est d'accord? Effectivement. C'est bien ça. Même un nom pour la question des platistes, c'est l'espèce d'invulnérabilité épistémique qu'ils ont. D'accord. Et tu sais que tu as des preuves aussi qui sont pas valides du PNC. Du PNC, c'est-à-dire? Bah, du principe. Il y a des gens qui essaient de prouver le principe de non-contradiction. Voilà. Il y a des gens qui essaient de le prouver. Pourtant, c'est pas valide. Très bien. Ils tentent, mais à partir de quels arguments? Bah, ils vont utiliser, je vais pas te refaire tout d'un coup. Des arguments, qui sont mauvais, du coup? Des arguments mauvais. En fait, ce que je veux te dire, parce qu'on va pas s'éterniser sur une myriade d'exemples et on va rater l'essentiel. Ouais, mais comme je te le dis, ça démontre simplement que avec des arguments mauvais,
on peut inventer quelque chose et en vérité, quand on supprime ces arguments mauvais, tout à fait. Mais c'est pas parce que ce n'est pas parce qu'une hypothèse est soutenue par certains arguments mauvais, il est vrai, que cette hypothèse est fausse. En vérité, il n'y a que des arguments mauvais. Attends. C'est comme si tu me disais, c'est pas parce qu'il y a des arguments qui sont mauvais selon toi. Tu connais tous les arguments? Attends, tu as dit. Du coup, il y a des farfadés qui existent peut-être. Attends. Tu as dit, il y a que des arguments mauvais, n'est-ce pas, pour la licence de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Ok. Donc tu les connais, les arguments. Oui. Déjà la théorie du premier moteur qui est. Tu peux me citer. Ok, tu connais les arguments. Tu peux me citer l'argument ontologique modal, s'il te plaît? C'est celle comme quoi le concept de Dieu existe, donc Dieu existe. Non, c'est pas ça. Si on est capable d'imaginer un être qui est tout puissant, c'est-à-dire que Dieu existe parce que justement. Non, ça c'est l'argument ontologique de Anselme. C'est effectivement un argument ontologique. Moi, je te parle de l'argument ontologique modal de Plantinga. C'est un autre argument. Est-ce que tu peux me le citer? Plantinga. D'accord. Donc tu dis tous les arguments sont mauvais, mais tu ne connais pas tous les arguments. Eh ben, tu peux expliquer cet argument du coup. Non, mais c'était un exemple pour te dire. Je vais pas m'amuser à t'expliquer tous les arguments. Simplement, tu vois bien. Attends. Je ne connais pas tous les arguments. Est-ce que tu peux exposer cet argument? Comme ça, je te dis pourquoi. Je vais te l'expliquer. Il y a aucun problème. Mais tu vois bien le problème. C'est pas parce que tu as été confronté à quelques arguments qui t'ont semblé mauvais que la thèse finale est fausse. Bah, ça rend en tout cas les croyances des croyants vraiment absurdes du coup, parce que ça rend la croyance de Juhala ridicule, ça rend la croyance de Grimm ridicule, parce que ce sont les arguments qui sont repris par les croyants. Alors j'ai envie de te dire, si tu penses être un croyant N+1, si tu penses être un croyant N+1, apporte tes arguments. Et tu devrais faire en sorte que les gens qui te mettent quand même sur un piédestal sur ce live connaissent ces arguments pour renforcer leur foi. Mais j'ai envie de te dire, il y a des chances que cet argument soit aussi mauvais. D'accord. Simplement. Là, le point, c'est même pas ça. Le point, c'est que toi, tu as affirmé que Dieu n'existe pas. Et que ta preuve pour cela, tu l'as affirmé, tu l'as dit tout à l'heure. Je crois que Dieu n'existe pas parce que c'est un concept qui est superflu. Voilà. Donc, les concepts superflus, n'existe pas. Alors c'est pas que ça n'existe pas, c'est que ça n'a pas d'utilité en vérité. On peut les ajouter, mais ça n'a pas de pertinence. Ça n'a rajoute rien. Attends. Est-ce que quelque chose qui n'a pas d'utilité n'existe pas? Est-ce que quelque chose qui n'a pas d'utilité n'existe pas? Quelque chose qui n'a pas non, on n'est pas forcément dans une utilité. Voilà. Or, précisément, tu as dit Dieu n'existe pas parce qu'il est superflu, donc parce qu'il n'a pas d'utilité. Tu viens de faire l'implication que toi-même tu réprouves. Tu te rends compte qu'en l'espace d'un dixième de seconde, tu viens de te consommer. La fonction de Dieu est superflue. Que tu l'ajoutes ou pas, ça n'a pas de pertinence. Mais c'est pas la question. La question, c'est de savoir est-ce que quelque chose de superflu n'existe pas, oui ou non? On n'a pas de raison de penser qu'il existe, en tout cas. D'accord, mais c'est pas la question. La question, c'est de savoir est-ce que être superflu implique ne pas exister? Bah, je te réponds, les farfadets, hein, écoute. Réponds la question. Est-ce que c'est un concept qui est superflu, donc ça n'a pas d'utilité d'exister. Bon, là, j'ai atteint tes limites. Est-ce que être superflu implique ne pas exister? Non. D'accord. Donc, est-ce que comme Dieu est superflu, il n'existe pas? Mais on ne va pas privilégier cette hypothèse. Est-ce que comme Dieu est superflu, il n'existe pas? Je te le répète, comme Dieu est superflu, ça n'implique pas forcément qu'il n'existe pas. D'accord, donc pourquoi tu me dis il n'existe pas parce qu'il est superflu? On ne l'ajoute pas, ça ne change rien. Pourquoi tu m'as dit il n'existe pas parce qu'il est superflu, or tu dis que c'est pas parce qu'une chose n'existe pas. Le concept est superflu. Il n'ajoute rien. C'est pas l'hypothèse qu'on doit privilégier. Donc ça prouve pas qu'il existe. Ça prouve pas qu'il n'existe pas. C'est quoi ta preuve? Je te dis simplement qu'on doit privilégier l'hypothèse. On doit privilégier une autre hypothèse que ça. C'est quoi ta preuve que Dieu n'existe pas? Les faux arguments qui ont été donnés, que tu vas certainement donner un argument qui est encore plus mauvais que encore le même surprise. Si une chose a des faux arguments, alors cette chose est fausse. Oui, il n'y a pas de raison de le croire. D'accord. Donc, si je donne des faux arguments en faveur de ta position est fausse. Si par exemple je dis la preuve de la position de psychochômage, c'est que les Teletubbies ont fait un combat de boxe avec Naruto, et du coup conclusion Dieu n'existe pas, ça c'est un argument faux. Comme il y a un argument faux en faveur de ta position est fausse. Tu te rends compte du caractère lacunaire, du caractère médiocre d'une telle argumentation. Je dis que tous les arguments sont faux. Tous, sans exception. Ah, tous les arguments sont faux, mais tu les connais même pas tous. Quand je t'ai cité l'argument ontologique modal, tu n'en avais même pas entendu parler. Je te le répète, il serait repris par les croyants s'ils le savaient. Mais il est repris par les croyants. Platinga, c'est qui? Il n'est pas repris par les croyants, mais après, Platinga, c'est qui? Je vais peut-être avoir la surprise, mais vas-y, balance ton argument. Platinga, non seulement c'est un croyant, mais c'est un des plus grands apologistes chrétiens du XXe siècle. Il est diplômé d'Oxford, Platinga, il est professeur de mathématiques. Ok, quel est l'argument?
L'argument, c'est l'argument ontologique modal. Tu le connais même pas. Et t'as dit que tous les arguments sont cet faux. argument dans ce cas. Bah, je veux bien te l'expliquer, mais à condition que tu admettes que ton raisonnement est totalement farfelu, totalement faux. Tu as dit. Je te le répète, que cet argument, il soit différent ou pas de celui des croyances, ça sera encore un mauvais argument. Parce que tu auras beau... C'est quoi ta preuve que tous les arguments sont destinés à être faux? Parce que tu auras beau à argumenter dans le sens que les farfadets, ils existent, ça sera toujours un mauvais argument. C'est quoi ta preuve? C'est quoi ta preuve que tous les arguments de l'existence de Dieu sont faux? Parce qu'ils sont mauvais systématiquement. Les croyants qu'ils abordent ces faux parce qu'ils sont mauvais, d'accord. C'est quoi ta preuve qu'ils sont mauvais? Ils sont mauvais parce que justement, il y a toujours une prémisse qui est pas justifiée. D'accord. Comment tu sais qu'il y a tout? Regarde, comment tu sais qu'il y a une prémisse qui n'est pas justifiée dans un ensemble d'arguments que tu ne connais même pas dans sa totalité? Semble-t-il parce qu'il serait plus connu et que les croyants auraient connaissance de cet argument. Donc, si un argument n'est pas connu, il est faux. Alors non, pas systématiquement. C'est l'application directe. Pas systématiquement, mais pour des croyants, ça serait indispensable. Donc si un argument n'est pas connu, il est faux. Si un argument n'est pas connu, il est faux. Si un argument n'est pas connu de tous les croyants, c'est questionnable. Non, on a d'autant plus de raisons d'être suspicieux. Je te demande pas si c'est questionnable ou pas questionnable. Je te demande si un argument n'est pas connu de tous, est-ce qu'il est faux? Il sera on aura tendance à être suspicieux sur cet argument. Je te demande pas est-ce que tu auras tendance à être suspicieux, je te demande est-ce qu'il est faux? Bah, pas forcément. Donc maintenant que tu as dit pas forcément, ça veut dire que ton argument de départ qui consiste à dire comme il y a des arguments qui sont pas connus, donc Dieu il n'existe pas, ton application elle est juste fausse. C'est tout. Tu te rends compte que tu crées l'attente sur un argument qui va être mauvais? Je crée mais en fait pourquoi j'ai cité cet exemple? L'attente sur un argument qui est mauvais. Mais moi j'ai mon argument, mon argument. T'essayes justement de retarder le fait de donner l'argument de cette interrogation. Regarde. Finalement, qu'on constate tous que cet argument en faveur de Dieu, il va convaincre les convaincus et il va être mauvais sur un point de vue qui est logique. Et tu vas même pas savoir qu'il est mauvais, tu connais pas. Tu vas avoir forcément une prémisse dans l'eau qui va être merdique et tu vas dire ouais mais non, si on utilise une autre hypothèse, si on accepte que cette hypothèse elle est en partie vraie, non, tu vas faire une pirouette. Alors ta suffisance, elle est tout à fait étonnante pour un argument dont tu ne connaissais même pas le nom il y a un dixième de seconde. Attends, mais comment on sait qu'il est mauvais s'il connaît pas l'argument? Qu'il est mauvais, tu ne connais même pas l'argument. Les arguments seraient repris par les croyants. Mais si un argument n'est pas repris, dans ce cas-là, il est mauvais. Et tu viens de dire le contraire tout à l'heure. Le principe des croyants, c'est de convertir les autres. Donc forcément, ils auraient connaissance de cet argument suprême, du coup, que cette espèce de Trump card que tu veux sortir. Non, pas forcément. De cette position. Mais... Non, il n'y a pas de nécessité ici. Ah, c'est-à-dire que cet argument, il serait trop complexe pour que les croyants aient compris cet argument. Pourquoi il pourrait... alors tiens, très très bon exemple. Pourquoi il pourrait pas y avoir un argument supra complexe que, par exemple, les croyants n'ont pas popularisé, comme l'argument ontologique modal. Parce que ce serait la première chose qui serait enseignée. Enseignée où? Mais tu sais que attends, on n'est pas au XIIIe siècle. Hein. Il n'y a pas des cours de scolastique dans le monde. C'est vrai. Donc, enfin bref. C'est vrai qu'il n'y a pas d'école religieuse. C'est vrai. Moi, je pense que là, juste avant, non, tu ne donneras pas l'argument en faveur de Dieu, du coup. Tu vas l'esquiver à nous. J'ai fait une vidéo là-dessus. Alors, excuse-moi, un mot. Il n'y a pas de. J'ai fait une vidéo. Alors, donc 2 secondes. L'argument, je le réfute. C'est comme ça que ça marche. Ne le mets pas, laisse-le parler. Regarde, Amo. Commence déjà à muter? Non, renvoyer en bas? Non, donne l'argument en faveur de Dieu. Personne va te muter. Simplement, pour résumer simplement ce que tu as fait. Non, mais je vais te le donner, j'ai aucun problème, je le donne tout le temps. C'est un argument que et l'argument sera mauvais, comme d'habitude. D'accord, tu le sais pas, tu le connais pas. D'accord? Donc, arrête de dire qu'il est mauvais. Écoute, si vraiment les croyants avaient des arguments qui étaient solides, ils le donneraient directement. Comme ça, et si vraiment les athées avaient des arguments solides, ils le donneraient directement. C'est le principe du prosélytisme. C'est le principe du prosélytisme, c'est d'amener les gens à croire avec des arguments qui sont solides. Bon, le problème, c'est que vous donnez à chaque fois des arguments qui sont solides. Écoute, on va pas s'éterniser. Je donne la conclusion. Vas-y. Je vais donner la conclusion, je vais donner Burhan al-Imkan et on finit là. Donc, résumé simple. Tu as prétendu que Dieu n'existe pas. On t'a demandé de donner une preuve que Dieu n'existe pas. Ta preuve que Dieu n'existe pas, c'est il n'y a pas de preuve que Dieu existe. On t'a demandé si tu connaissais toutes les preuves. Tu ne les connaissais pas toutes. Par conséquent, ton raisonnement, il est totalement fallacieux. Tu vas esquiver le fait de donner les preuves, du coup. J'ai pas fini. J'ai dit que je vais te répondre en 2 parties. Je vais te donner une preuve. Donc, c'est pas la peine de zigzaguer dans tous les sens. Vas-y.
Je vais t'en donner une, je vais pas t'en donner 10, je vais pas perdre mon temps. Donc, la conclusion, c'est que tu es incapable, dans la capacité la plus totale de prouver que Dieu n'existe pas, et que ton seul recours, c'est de faire un sophisme des plus totales, c'est-à-dire de dire que comme tous les arguments que j'ai vus ne me paraissent pas fiables, et encore, je ne les ai pas tous vus, par conséquent, Dieu n'existe pas. Nous n'en avons pas besoin. Constatez vous-même la médiocrité d'un tel argument. Ton deuxième argument aura été de dire que... bien, les farfadets existent jusqu'à... Laisse-moi finir. Tes dérisions ne touchent plus personne, tu t'es toi-même déjà tourné en dérision. Maintenant, laisse-moi finir. Eh ben, écoute, ce que je voulais mentionner, les farfadets, si tu veux, y a pas de souci. Ce que je voulais mentionner, ensuite, on t'a posé la question, est-ce qu'une chose qui est superflue n'existe pas? Tu as dit non, pourtant, tu as justifié l'inexistence de Dieu sous prétexte qu'il est superflu, tu t'es contredit en l'espace de 2 secondes. Maintenant que j'en ai terminé... Alors attends, laisse-moi finir. Maintenant que j'en ai terminé avec le paradigme lacunaire que tu nous as proposé, moi je peux te proposer une petite preuve de l'existence de l'être nécessaire. J'ai fait une vidéo là-dessus, si tu veux le script, comme ça tu pourras la voir dans les détails. Et ensuite, je pense que... Je peux passer à l'argument également. Vas-y. Bien sûr, tu auras l'argument à l'écrit, il n'y a aucun problème. Donc maintenant qu'on a fini ça, je vais te donner la preuve. Oh mon Dieu, il va donner la preuve de l'existence de Dieu. Tenez-vous bien à vos slips, les gens, ça va être énorme. Votre vie va changer pour vous, les croyants. Vous allez désormais avoir un argument pour croire. Allez-y. Elle est connue, la preuve, je vais te la donner. Je vais te la donner. Oh là là. Ne hâte pas les choses qui arrivent. Non, j'avoue que ça va être encore terriblement drôle parce que ça va pas changer ma vie, tu vois. Ouais, t'inquiète pas. Il y aura pas de résumé circulaire du type, il est superflu, blablabla. Bon, vas-y. Bon, allez, du coup, la preuve est la suivante. Donc d'abord, j'introduis 3 termes pour pouvoir faire la preuve. Donc on appelle ça des concepts modaux. Donc l'impossible, le possible et le nécessaire. Alors du Leibniz, du coup. Non, c'est pas de Leibniz, c'est Ibn Sina et Fakhreddin Razi. Bon, alors maintenant qu'on a dit ça, on va définir ces termes à l'évidence. Donc ce sont des concepts modaux. Comment on les définit? Le possible, c'est quelque chose, c'est un concept, ça se dit, c'est un prédicat qui se dit d'un concept, d'une quiddité, d'une idée, quelque chose, quoi qu'il soit, une essence par exemple. Donc une propriété, pour faire simple. Allez. Tout concept, toute idée, parce que les concepts ne sont pas forcément des propriétés, tu l'auras remarqué, qui, lorsqu'il est considéré en lui-même et uniquement en lui-même, accepte logiquement l'existence comme l'inexistence. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si je m'imagine prédiquer l'existence à cet objet, cette essence, alors il n'y a pas de contradiction logique si je le considère en soi. Et si je lui prédique l'inexistence, alors il n'y a pas de contradiction logique si je le considère en soi. Une telle chose est dite possible si et seulement si sa prédication d'existence et sa prédication d'inexistence n'implique aucune contradiction logique. C'est la définition du possible. La définition de l'impossible, c'est quelque chose, un concept, une idée, une essence, vous avez compris l'idée, de telle sorte à ce que la prédication de son inexistence implique une contradiction logique. Ça, on appelle ça un impossible. Et la dernière catégorie, le nécessaire, c'est un concept, une idée, dont la prédication de l'inexistence implique une contradiction logique. Je crois que je me suis emmêlé. L'impossible, c'est la prédication de l'existence implique une contradiction logique. Et le possible, c'est le nécessaire, c'est la prédication de l'inexistence implique une contradiction logique. Bon, Ralph, je vais faire court, mais... Il n'y a pas encore la preuve, là, c'est la terminologie. Donc tu vas pas pouvoir réfléchir la terminologie. Je sais déjà où tu veux venir. Ah bah tu sais, donne-moi les objections. Cet argument, il est repris par les croyants à chaque fois. Qui l'a repris? Notamment, on va avoir Grimm, on va avoir... les musulmans. Comment ça s'appelle? Non, mais pas les musulmans, mais par les croyants, c'est général. Juala qui le reprend. Mais c'est un argument qui est récurrent et c'est toujours un argument qui est mauvais. D'accord. En quoi il est mauvais? Franchement, je m'attendais à ce que tu ailles sur quelque chose de nouveau. En quoi il est mauvais l'argument? La question de la nécessité, elle est justifiée simplement du point de vue des croyants. C'est-à-dire que la manière dont on va justifier l'existence de Dieu, c'est que on a besoin de lui, et la réflexion qu'il faut avoir derrière, c'est qu'en vérité, non, on en a besoin. Il n'y a aucune prémisse dans l'argument qui dit Dieu, on a besoin de lui. Il n'y en a aucune. Vas-y. Et donne les prémices et donne la... L'argument est mauvais. Montre-moi en quoi l'argument est mauvais. Je te réexplique. La nécessité, elle tient simplement de la posture de croyant. Quelle prémisse est fausse dans l'argument? Cite-moi verbatim la prémisse qui est fausse. Verbatim. La prémisse, c'est la base de ce que, du coup, de son côté, Aristote. Cite-moi la prémisse qui est verbatim fausse. Cite-la moi. Ne me raconte pas ta vie. Cite-moi la prémisse. L'univers on a besoin de quelque chose pour que l'univers existe. C'est la nécessité. C'est quelle prémisse? Il n'y a aucune prémisse qui existe, qui s'appelle comme ça. Si, justement, c'est le premier moteur. En fait, ce que tu proposes... voilà, donc tu ne connais pas l'argument. Ce n'est pas l'argument du premier moteur. C'est le premier moteur. Tu confonds l'argument du premier moteur avec l'argument de la différemment. C'est le premier moteur donné différemment.
Mais n'importe quoi, c'est pas du tout ça. Même Thomas d'Aquin, il distingue le premier moteur de l'argument de la contingence. Même lui. Vas-y, il y a pas de souci. Donne tes prémices, il y a pas de souci. Allez, ne m'interromps pas, j'ai même pas encore donné les prémices, tu veux déjà les réfuter, tranquille. Vas-y. Bon, maintenant qu'on a donné ça, on a introduit les termes, on va faire un raisonnement par l'absurde. Nous, on veut montrer qu'il existe un être nécessaire. C'est le but de l'argument. Ok. Comment on va faire? On va faire un raisonnement par l'absurde. On va supposer qu'il n'existe pas un tel être. On va supposer que la catégorie ou l'ensemble être nécessaire est un ensemble vide. Il n'y a pas de chose de telle sorte à ce qu'elle soit nécessaire. Ok, tu vas prendre une position d'agnostic. Très bien. On prend une position plus que d'agnostic, on prend la négation de la proposition. Oui, je prends la négation. On prend la négation. On dit un être nécessaire n'existe pas. Très bien. On va se baser ensuite sur un axiome qui dit mais il y a des choses qui existent. Il y a des choses qui existent, ça peut être constaté sans aucun problème. Il y a l'univers qui existe, il y a nous qui existons. Bon, c'est pas quelque chose que les gens remettront en cause. Une fois que ça a été dit, on a dit l'être nécessaire n'existe pas, mais des choses existent. Mais des choses existent, d'accord. Mais ces choses, si elles ne sont pas nécessaires, soit elles sont dans la catégorie de l'impossible, soit elles sont dans la catégorie du possible, n'est-ce pas? Puisque ce sont les trois seules catégories. Or, les impossibles, on a dit, par définition, ils n'existent jamais. Or, les choses qu'on considère précisément existent. Donc, ces choses qui existent ne sont ni nécessaires ni impossibles. La dernière catégorie qui nous reste par tiers exclus, c'est que ces choses-là qui existent sont toutes des possibles. Ces choses-là sont toutes des possibles. Leur ensemble, la totalité de ces choses-là, est lui aussi impossible. Pourquoi c'est lui aussi impossible? Parce que, si c'était un nécessaire, on contredit l'hypothèse de départ. L'hypothèse de départ consistait à dire, je répète, il n'existe aucun être nécessaire. Or, précisément, si on dit que l'ensemble des possibles est un être nécessaire, on a contredit l'hypothèse. Donc, l'ensemble des possibles est soit impossible, soit un impossible. Ça ne peut pas être un impossible puisque l'ensemble des possibles de fait est, donc c'est impossible. L'ensemble des possibles est par conséquent impossible. On utilise une autre prémisse qu'on appelle le principe de raison suffisante, qui nous dit que tous les possibles ont une cause extrinsèque, c'est-à-dire quelque chose qui, en dehors d'eux-mêmes, explique leur existence. Le premier moteur, du coup. Okay. C'est pas le premier moteur, c'est le principe de raison suffisante. Et je vais pouvoir le démontrer si tu n'es pas d'accord avec ce principe-là. Donc, tous les possibles ont besoin de quelque chose qui explique, qui donne une raison, enfin, qui leur donne l'existence d'une cause. Justement, non. Justement, non. Tu es pas d'accord avec cette prémisse? Non, justement, parce qu'on arrive à mettre en évidence des choses qui n'ont pas de cause, justement, en science. D'accord, donne-moi un exemple qui n'a pas de cause. D'ailleurs, en fait, pour aller plus loin dans cette réflexion, on a des choses qui possèdent une cause, il y a des choses qui possèdent plusieurs causes, il y a des choses qui n'existent pas de cause. Donne-moi une chose qui n'a pas de cause. Un exemple, c'est surtout en physique, c'est la désintégration radioactive qui est proposée. Comment tu sais que ça n'a pas de cause? Justement. Comment tu sais que ça n'a pas de cause? Le phénomène survient sans raison. On ne peut pas. Comment tu sais qu'il n'a pas de raison? Le phénomène. Comment tu sais que ce phénomène n'a pas de cause? Justement, on n'en identifie pas des causes. D'accord, donc tu fais encore un sophisme. Comme je n'ai pas observé de cause, par conséquent, il n'y a pas de cause. C'est ta conclusion. C'est un sophisme. Alors dans ce cas, donne-moi une raison de pourquoi ce phénomène n'a pas de cause. On pourrait approcher cette cause, ou tout simplement, il n'y en a pas. Comment tu sais que cette chose-là n'a pas de cause? Justement, je te dis, on ne peut pas déterminer, on peut pas la prédire, on ne peut pas dire à quelle loi ça obéit. Ça arrive de manière une chose qui a une cause est forcément prédictible. Alors, une chose qui a une cause est prédictible, oui. Non, parce que tu peux très bien ne pas connaître la cause. Une chose qui a une cause est prédictible si et seulement si on connaît la cause. Mais si tu connais pas la cause, comment tu peux prédire la chose? Donc tu peux très bien avoir des choses qui ne sont pas prédictibles. Laisse-moi finir. Tu peux très bien avoir des choses qui ne sont pas prédictibles, mais pour autant qui n'ont pas de cause. Qui ont une cause. On peut connaître toutes les propriétés. Cela dit, on est en capacité, en tout cas, d'émettre des idées sur leur origine. Sur la décroissance radioactive, on est en capacité de déterminer des idées sur son origine. Cela dit, on en a capacité de prédire ou d'imaginer prédire. Est-ce que tu peux me donner un argument qui prouve qu'il n'y a pas de cause? Là, ce que tu me dis simplement, c'est on ne peut pas prédire. C'est pas parce qu'on ne peut pas prédire une chose qu'elle n'a pas de cause. Sinon, prouve-moi l'implication. Je te dis, on va rester jusqu'à demain matin. Tu vas pas pouvoir le faire. C'est l'utilité des sciences, justement, de déterminer si on est capable de prédire ou pas certains phénomènes. C'est pas la question. La question, c'est de savoir est-ce qu'une chose qui n'est pas prédictible a forcément pas de cause? Si tu dis que oui, alors donne-moi la preuve de cela. Cette affirmation n'est pas fausse. Elle sort de ta tête. Mais comme je te le dis, on remarque qu'il y a des phénomènes qui sont spontanés. C'est pas parce qu'on remarque qu'il y a des phénomènes qui sont spontanés qu'ils n'ont pas de cause. C'est pas parce que tu n'as pas été capable d'identifier la cause, ce n'est pas parce que tu n'as pas été capable d'identifier la cause que la cause n'existe pas. En revanche, on doit envisager de base qu'il n'existe peut-être pas de cause à ces phénomènes.
Peut-être pas, il n'existe pas. Pourquoi? Donc ta proposition de départ qui me dit Pour quelle que... raison? Laisse-moi Pour quelle finir. raison on devrait privilégier le fait que ça a une cause? On ne privilégie pas le fait que ça a une cause. On dit on ne sait pas. Toi, tu dis on sait, il n'y a pas de cause. Tu vois bien que c'est pas la même chose. Effectivement, je privilégie ce qui est dit par les sciences, c'est-à-dire que ça n'a pas de cause. Ok, donne-moi la preuve. Tu privilégies, ok. Selon quoi? Preuve. Je privilégie selon les sciences. D'accord. Donc tu suis L'avis des arbitrairement. sciences, D'ailleurs, là, alors c'est que précisément. la décroissance radioactive est un phénomène qui est spontané. Ce n'est pas parce que, alors déjà, premièrement, le domaine de la causalité n'est pas un domaine scientifique. Pourquoi? Parce que la Oui, science c'est le domaine du coup de la métaphysique et est le domaine de la physique. métaphysique. Par conséquent, Mais- quand tu me dis, laisse-moi finir. Par conséquent, quand tu me dis, non mais la science a prouvé qu'il n'y a pas de cause, la science sort de son domaine. Donc ne me dis pas, la science a prouvé quoi que ce soit. La science n'a rien prouvé par rapport à ça. Et d'ailleurs, il y a différents modèles scientifiques sur la question des corrélations. Est-ce qu'on doit les interpréter comme des causalités ou est-ce qu'on ne doit pas les interpréter comme des causalités? Est-ce que la causalité c'est un phénomène observable ou est-ce que la causalité est un phénomène inféré par abstraction qu'on a fait à partir de corrélations ou de continuité? Je vais répéter pour le H0 et le H1. H0, il n'existe pas de cause. H1, il existe une cause. Tu peux me donner, est-ce que, tu as dit, il y a des phénomènes scientifiques qui n'ont pas de cause, tu ne peux pas le prouver. Effectivement. Tu ne peux pas le prouver. Je rappelle, H0, il n'existe pas de cause. H1, il existe une cause. Tu as dit, il n'existe pas de cause, prouve-le. Parce que tous les arguments en faveur d'une cause à la décroissance radioactive sont mauvais. D'accord, Tout simplement. le même sophisme. Comme il n'y a pas d'argument, selon toi, valide, par conséquent, eh ben, il n'y a pas de cause. Comme je n'ai pas, regarde, je vais donner un exemple, très simple. C'est très simple, en vérité. On si va pas avait donner avec des maths parce que t'aimes pas les maths. hypothèse Attends. On va pas te donner avec des maths parce que des maths. Ok. Oui, vas-y. J'ai un peigne dans la main. Ok. Un J'ai un peigne. peigne. J'ai un Ouais, peigne un dans la peigne. main. Ouais, il est là, Oui. posé. Ok, j'ai un peigne. Là, hop, je l'ai fait tomber. D'accord. Est-ce que tu as une preuve que je l'ai fait tomber? Notamment le bruit, qui pourrait être celui d'un peigne. Est-ce que tu as une preuve décisive que je l'ai fait tomber? Qu'est-ce qui te dit que c'est pas un stylo? Est-ce que Non, tu as une pas preuve décisive? nécessairement. On a un D'accord. indice. Hein. Donc, comme On tu n'as a pas un de indice preuve, qui va de sens là, mais il est peu solide. comme Tu tu peux n'as bien pas avoir de fait tomber preuve, autre chose. regarde, Donc, comme on tu veut- n'as pas de preuve solide, décisive que j'ai fait tomber mon peigne, selon ta logique, on doit dire que je n'ai pas de peigne et je n'ai fait tomber aucun peigne. Parce Ouais, que tu on n'as peut- pas de preuve. On peut partir de ce postulat-là, effectivement. D'accord. Donc, ça veut dire que toi, là, tu as prouvé que moi, je n'ai pas de peigne dans ma chambre et que je n'ai pas lâché un peigne précisément. Moi, je peux te te dis que jurer, c'est j'ai vraiment l'hypothèse fait que nous tomber un allons peigne. privilégier, effectivement. Tu peux très bien avoir lâché quelque chose qui n'était pas un peigne. Bon. Tu vois, c'est très simple. On privilégie l'hypothèse, hein, en particulier. Là, de ce côté-là, sur la Il radioactivité. n'y a aucune raison valide de privilégier une hypothèse plutôt qu'une autre. Aucune. Et justement, le fait qu'on n'ait pas d'arguments qui vont Ce n'est dans pas ce parce que sens-là. tu n'as pas d'argument pour privilégier une chose que cette chose ne doit pas être privilégiée. Parce qu'en fait, ok, prenons l'alternative. L'alternative, c'est que je n'ai pas de peigne et j'en ai fait tomber aucun. C'est quoi ta preuve de ça? Alors, on n'a pas forcément de preuve que du coup tu n'as pas fait tomber de peigne. Donc, comme on n'a pas de preuve que je n'ai pas fait tomber de peigne, par conséquent, selon ta logique, l'hypothèse selon laquelle je n'ai On pas va fait tomber de privilégier peigne le fait que tu est n'as pas fait totalement tomber un absurde peigne. et on doit privilégier le fait que j'ai effectivement tombé un peigne. Tu vois bien que c'est le serpent qui se mord la queue. Je te dis tout simplement, tu dois privilégier l'hypothèse selon laquelle tu n'as pas fait tomber un peigne. Mais c'est le serpent qui se mord la queue. Pourquoi? Parce que Non. si tu dis, Parce que tout regarde. simplement, on a défini ce qui relevait de H0 et on a défini ce qui relevait de H1. Allez, bon, ok, je fais une dernière remarque parce que je vais pas. H0, c'est l'inexistence de quelque chose. H1, c'est l'existence de quelque chose. C'est simple. Bon. Après, tu peux rajouter, si tu veux, une double contradiction. Il ne peut ne pas exister Dieu pour essayer de le caser en H0 si tu veux. Ce serait une Ah, manipulation. moi, 2 secondes, tu peux En faire un vérité, sondage 2 secondes pour si on continue ou pas. Ça, parce que je veux pas rester éternellement. Mais la question est très simple. Pourquoi tu privilégies une hypothèse selon laquelle tu as des arguments qui sont mauvais? Parce que en vérité, ce que tu as dit, c'est en fait, on a besoin du fait que les choses ont une cause. Donc en fait, tu te bases sur la théorie du premier moteur à nouveau, qui était téléphoné. Ce n'est pas l'argument du premier moteur. C'est l'argument du premier moteur. C'est la prémisse du premier moteur. L'argument de la prémisse du premier moteur, c'est toute chose a une cause. Bon, écoute-moi. Alors, réponds à la question. Est-ce que c'est l'argument du premier moteur ou pas? Ce n'est pas l'argument du premier moteur. Et l'argument du premier moteur, ce n'est pas ça. C'est toute chose a une cause. Non, c'est pas, mais tu confonds l'argument du premier moteur, qui est un raisonnement avec plusieurs prémices, avec le principe de raison suffisante, qui est une proposition. Tu confonds l'argument et la proposition. Ce que tu as donné, c'est le fait que toute chose possède du coup une. Mais ça s'appelle pas l'argument du premier moteur, ça s'appelle le principe de raison suffisante. C'est l'argument du premier moteur.